Alexeï Navalny, le leader de l'opposition russe, est souvent désigné comme tel en Occident. Des rapports ont émergé selon lesquels il serait mort dans une prison russe en Sibérie. Cette nouvelle a provoqué un tollé significatif dans les médias occidentaux. Nous sommes le 18 février, 13 heures ici en Sibérie, ce qui signifie qu'il est encore tôt dans la journée du 18 février dans la plupart des régions des États-Unis. Malgré cela, le New York Times, qui a mentionné Navalny pour la dernière fois le 29 décembre en relation avec la condamnation de l'un de ses associés, a depuis publié 30 articles sur la mort de Navalny. Cette réaction est considérée comme excessive par beaucoup. Même Joe Biden aurait menacé de conséquences, bien que le Guardian note que ces options sont limitées. L'Occident est rapide à blâmer Vladimir Poutine pour la mort de Navalny, malgré le fait que les porte-paroles du Kremlin déclarent que la cause de la mort est inconnue. Cette précipitation au jugement et la représentation de la situation par les médias occidentaux sont vues comme hypocrites, surtout en considérant que Julian Assange est confiné depuis des années, d'abord à l'ambassade équatorienne au Royaume-Uni et maintenant dans la prison de Belmarsh. En isolement, un homme est actuellement torturé à mort. C'est un processus très lent et douloureux que les médias du collectif occidental ignorent largement. Un autre problème qui est collectivement ignoré est la mort de Gonzalo Lira. Sa mort a été totalement ignorée. Par exemple, si vous regardez le New York Times et recherchez son nom, vous trouverez Gonzalo Lira mentionné une seule fois le 24 octobre 2022. Il était décrit comme un Américain de droite, vivant en Ukraine et diffusant des théories du complot sur la guerre. C'est la seule mention. Ces personnes, y compris Joe Biden et d'autres, semblent se soucier davantage d'un dissident russe en Russie que d'un dissident américain mort en Ukraine. Gonzalo Lira est mort il y a environ un mois, ou peut-être 5 à 6 semaines. Pourtant, le New York Times ne mentionne même pas sa mort. Ils sont furieux de la mort d'un Russe en Russie, mais sont totalement indifférents à la mort d'un citoyen américain en Ukraine, où ils ont nettement plus d'influence. Gonzalo Lira aurait pu être sauvé et ramené aux États-Unis avec juste un coup de téléphone. Mais il a dû mourir en Ukraine, et cela n'a même pas été mentionné. Maintenant, il y a un autre individu sur lequel l'Occident n'a jamais vraiment eu de contrôle. En fait, ce n'est pas vrai. Il était en Occident, mais a décidé de tourner en Russie. Et c'est l'une des choses sur lesquelles ils font état en ce moment. Pourquoi Alexeï Navalny est-il revenu? Cette hypocrisie est tout simplement ahurissante. C'est difficile pour moi de comprendre comment les gens peuvent prendre cela au sérieux et penser que le régime russe est bien pire que les régimes à Washington et à Berlin, et cette schizophrénie collective de l'Ouest. Ils essayent de vous faire croire que leur approche des droits de l'homme est en quelque sorte supérieure à ce que font les Russes ou les Chinois. Je veux dire, tous les régimes torturent à mort leurs ennemis numéro 1 et les dissidents, les laissant être torturés à mort ou disparaître. Il n'y a vraiment aucune différence morale entre ces cas. C'est totalement ridicule. Lisons l'article du Guardian pour comprendre le cadre dans lequel nous sommes en ce moment. Alors, Biden menace de conséquences. Lorsque Joe Biden a rencontré Vladimir Poutine en 2021, les dirigeants se sont regardés à travers la bibliothèque d'une villa au bord du lac à Genève. Le président américain a averti qu'il y aurait des conséquences dévastatrices pour Moscou si Alexeï Navalny mourait sous la garde russe. N'est-ce pas fantastique? Le dirigeant des États-Unis dit aux dirigeants de la Russie que ce qui arrive à votre citoyen dans votre système judiciaire nous concerne. Et nous vous disons ce que votre système judiciaire peut et ne peut pas leur faire. And we tell you what your justice system can and cannot do to them. I'm not saying that Navalny deserved to die. I'm not saying that. Je ne dis pas que Navalny méritait de mourir. Je ne dis pas ça. C'est une mauvaise chose quand des dissidents politiques meurent en prison. Ne vous méprenez pas. Quel que soit Navalny, je sais qu'il y a des gens qui disent qu'il était un leader nationaliste de droite avec un passé fasciste.
Je ne connais pas le passé de Navalny. Ce n'est jamais bon quand des personnes qui s'expriment contre un gouvernement meurent sous la garde de ce gouvernement. Ce n'est jamais bon signe. Cependant, la manière dont cela est actuellement présenté en Occident est, à mon avis, complètement ridicule. Donc, Biden pense qu'il a l'autorité de dire aux Russes ce qui peut se passer dans leur pays. Poutine et Biden sont maintenant dans une situation difficile. Biden a menacé de sanctions, mais toutes les sanctions possibles ont déjà été appliquées. Biden n'a d'autre choix que de souligner que Poutine a déjà subi des conséquences significatives. M. Biden a réalisé les conséquences qu'il avait menacées. Le président a énuméré les pertes de la Russie dans la guerre ukrainienne, y compris 350 000 soldats morts ou blessés et des sanctions étendues. Alors qu'il y a un silence absolu sur le bilan des morts ukrainiens, l'Occident prétend avoir les chiffres les plus précis sur les morts et les blessés russes. C'est évidemment juste de la propagande. That's fine. This is obviously just like temper tantrum propaganda, right? Biden implied the greatest cost the West has inflicted. Biden a sous-entendu que le plus grand coût infligé par l'Occident a été sous forme d'aide militaire à l'Ukraine. Cette aide a aidé Kiev à riposter et à récupérer plus de la moitié du territoire qu'elle avait perdu en 2022 lors de l'invasion à grande échelle. Cependant, l'assistance militaire continue des États-Unis est désormais prise en otage par la direction républicaine au Congrès, fidèle à Donald Trump. Trump a constamment admiré Poutine et dénigré l'OTAN. Le lien que ces personnes tentent de faire va de Poutine à Trump, à refuser l'aide à l'Ukraine. Le cadrage suggère que si vous êtes contre l'envoi de plus d'équipements militaires ou d'armes à l'Ukraine, vous êtes un apologiste de Poutine, vous aimez Poutine, et vous aimez Trump parce que Trump aime Poutine. C'est une folle avalanche d'accusations vides. Cela promeut la mentalité que seuls plus d'armes peuvent apporter la paix, ce qui est totalement insensé. La résurgence politique de Trump et l'ascension de Mike Johnson en tant que président de la Chambre, un sceptique de l'aide à l'Ukraine, ont diminué l'influence de Biden pour faire payer Poutine pour ses crimes. Le président a exprimé ses frustrations vendredi. Un chercheur principal du Conseil de l'Atlantique a décrit cela comme une position dangereuse et frustrante pour l'Occident. This neocon breeding ground think tank. She pointed out that Putin. Elle a souligné que le régime de Poutine n'était pas comme le système soviétique post-Staline, qui cherchait généralement à préserver un vernis de respectabilité. Une fois que vous avez décidé, comme l'a fait Poutine, que vous ne vous souciez pas d'être vu comme un régime respectable, alors vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et l'Occident ne peut rien faire pour exercer une influence sur vous. Donc à présent, ils prétendent déjà que le gouvernement russe actuel est un pire régime que l'Union soviétique après Staline. C'est ce qu'ils disent ici. Et il y a aussi cette obsession de la perception publique, n'est-ce pas? L'Occident ne pense qu'en termes de perception publique. Et je pense que c'est une grande erreur, parce qu'en réalité, les Russes et les Chinois n'essayent pas de plaire aux médias occidentaux et aux publics occidentaux pour être vus sous un certain jour. C'est ce qu'ils font. Washington, Berlin, Paris, et ainsi de suite. Ce qu'ils essayent de faire, c'est de bien paraître aux yeux de leur propre peuple. Bien sûr, les Russes et les Chinois essayent de bien paraître aux yeux de leur propre peuple, mais l'Occident pense constamment qu'ils sont le monde. Donc, si quelqu'un ne paraît pas bien à leurs yeux, alors cela signifie que cette personne paraît mal à tout le monde dans le monde. C'est encore une fois, l'Europe et les Américains surestimant totalement à quoi ils ressemblent aux yeux des autres et quel impact ils ont sur la perception publique mondiale. Parce que le jeu de la perception publique mondiale est actuellement plutôt en train d'être gagné par les Russes. Seuls les Européens et les Nord-Américains n'aiment pas les Russes. Le reste du monde va plutôt bien avec eux. Le Trésor américain souligne l'impact des sanctions, arguant que l'économie russe est supérieure de plus de 5% à ce qui avait été prédit avant l'escalade. Laissez cela vous pénétrer un instant. Cela vient droit du manuel soviétique de confusion des gens, avec des statistiques qui ne sont pas fausses,
mais sont hautement fallacieuses. Elle est supérieure de plus de 5% à ce qui avait été prédit. Donc quelqu'un en Occident avait prédit une forte croissance pour l'économie russe, et puis elle n'a pas autant grandi que prévu. Elle a moins grandi. Maintenant, cet article dans The Guardian essaye de dire que c'est la preuve que les sanctions fonctionnent. Allez, même Voice of America, un autre organe de propagande, a dû concéder récemment, le 8 février 1994, que l'économie russe a cru en 2023 malgré la guerre et les sanctions. Et elle a beaucoup cru. L'économie russe, en 2023, a dépassé à la fois les États-Unis et l'Europe en termes de croissance, augmentant de taille de 3,6%, malgré une large gamme de puissantes sanctions économiques. Donc, même Voice of America doit dire oui, ils ont cru de 3,6%. Et puis, cet article du Guardian cherche tout dans leur papier qu'ils peuvent en quelque sorte interpréter comme preuve que les Russes souffrent. Nous leur avons donné cela. The Russians are really suffering. We gave it to them. It's that crazy. It's that crazy. C'est fou jusqu'où ils vont. Cette femme a également mentionné que l'Occident impose des sanctions qui auraient été dévastatrices il y a 30 ans. Cependant, parce qu'il y a tant d'autres pays prêts à commercer avec la Russie, ces sanctions n'ont pas l'impact qu'elles auraient eu autrefois. C'est pourquoi la Russie a réussi à s'en sortir relativement bien. Il devient clair, même pour eux, que les sanctions ne sont pas aussi efficaces qu'ils l'espéraient. Ils essayent toujours de maintenir l'apparence que tout va bien. Les Russes souffrent, mais pas autant que nous l'avions espéré. Cependant, un peu de réalité commence lentement à se frayer un chemin. Dans l'ensemble, c'est juste une situation insensée dans laquelle nous nous trouvons. De plus, il a été mentionné comment la Russie finance sa guerre par la dette. La Russie a une dette importante. Je n'arrive pas à retrouver la source maintenant. L'histoire de la dette russe suggère qu'elle aura un impact écrasant sur l'économie. En regardant la dette publique en pourcentage du PIB, la dette russe est à un niveau record, au-dessus de 18%. En comparant cela aux États-Unis, le ratio de la dette au PIB des États-Unis est au-dessus de 100%. No, it's like US debt to GDP is like above 100%. All Americans would have to work. Tous les Américains devraient travailler gratuitement pendant une année entière pour rembourser cette dette. Pendant ce temps, les Russes ont une dette inférieure à 25%. Cela semble assez différent, n'est-ce pas? Pour comparaison, regardons le Japon. La dette du Japon par rapport à son PIB est de plus de 250%. Cependant, je tiens à souligner qu'un niveau d'endettement national n'indique pas nécessairement si un pays se porte bien. Le Japon se porte fantastiquement bien. Cela est dû au fait que le Japon et les États-Unis ont leur dette nationale dans leur monnaie locale. Avoir une dette dans sa propre monnaie, c'est généralement bien. C'est une autre histoire si votre dette est en devise étrangère. Là, c'est un problème. Donc, l'argument selon lequel des niveaux élevés de dette sont désastreux est erroné. Il est important de considérer dans quelle monnaie la dette est libellée. Les Russes ont également la majorité de leur dette en roubles. Voir la dette nationale comme un simple indicateur de santé économique est une approche erronée. La situation avec Navalny ravive la colère. Elle alimente la machine de propagande occidentale pour rallier le soutien contre la Russie. Navalny a une fois déclaré « Je ne veux renoncer ni à mon pays, ni à mes convictions ». Cette déclaration est significative, car il était en Occident, en train de se rétablir en Allemagne d'un probable empoisonnement. Pourquoi est-il revenu en 2021? L'Occident le dépeint désormais comme un saint et un héros. L'article discute de la manière dont Navalny est vu comme un héros, mentionnant sa famille, qui traverse indubitablement une période tragique et horrible. Il semble le sanctifier. Certaines personnes étaient initialement sceptiques à l'égard de Navalny parce qu'il a commencé sa carrière politique dans le camp nationaliste et a fait des commentaires offensants sur les immigrants. Il a plus tard décrit cette phase comme une mesure temporaire nécessaire pour commencer à construire l'opposition. Cela suggère que le New York Times pourrait tenter de minimiser son passé controversé. Je ne suis pas familier avec son histoire et ne veux pas la juger sans une connaissance complète.
Cependant, la manière dont elle est présentée suggère qu'il pourrait y avoir des difficultés à expliquer ses actions passées. Poutine, par moments, croyait avoir résolu le problème Navalny, surtout après lui avoir permis d'aller en Allemagne pour se rétablir suite à un incident d'empoisonnement. On supposait que Navalny ne reviendrait pas, mais il l'a fait. Il est également intéressant de voir comment ces journaux prétendent savoir exactement ce que Poutine pensait, comme s'ils pouvaient lire dans son esprit. L'audace de ces affirmations est remarquable. Et puis, à la toute fin, il est clair que Navalny est un héros. Il est devenu un saint en Occident, désormais vu comme un martyr, tel Jésus sur la croix, qu'ils vont parader. C'est absolument grotesque à ce stade. Gonzalo Lira soutient que l'Occident se fiche des gens qu'il pourrait sauver. Il se fiche des Palestiniens à Gaza qu'il pourrait sauver. Les États-Unis pourraient sauver ces gens, mais au lieu de cela, ils les laissent mourir. C'est encore pire. Cela aide Israël à les tuer. Ça se fiche des droits de l'homme. Les droits de l'homme sont devenus une coquille vide. Et c'est tragique, parce que le concept des droits de l'homme est excellent. J'aimerais qu'il soit véritablement respecté, mais ce genre d'abus total va à son encontre. L'Occident tue l'idée des droits de l'homme en les abusant politiquement. Nous devrions utiliser notre pouvoir là où nous l'avons, avec nos amis, et essayer d'aider les gens que nous pouvons. Nous ne devrions pas nous lamenter sur le sort de quelques leaders de l'opposition, ou essayer de construire quelqu'un comme Juan Guaido au Venezuela, juste parce que nous savons que nous pouvons utiliser ces gens à l'avenir pour diriger ces pays une fois que nous les aurons habilités. Il est clair que l'Occident est contrarié que Navalny soit mort, non parce qu'ils aimaient Navalny, mais parce qu'ils ont été privés d'une très bonne figure médiatique. Ils auraient pu le construire pour être le prochain président, prendre le contrôle du pays et le détruire complètement de l'intérieur. Ce sont des temps tristes. Sad times.